à activer leur caméra pour que nous ayons le plaisir de vous voir à l'écran. Et nous allons tout de suite commencer ce tour de table avant de passer tout à l'heure au bassin atlantique de la Siom. Je ne sais pas si nos invités et participants ont entendu le message. Visiblement, c'est en cours. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour que vous puissiez tous vous connecter. Donc, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, président de la Réunion également. Je pense que Wallis et Futuna est également présent. Et bien, ce que je vous propose, c'est de pouvoir commencer maintenant pour qu'on puisse tenir notre délai, puisque nous enchaînons tout à l'heure avec le bassin atlantique. Mes chers collègues, dans le cadre de la préparation de notre rapport sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer, en tant que co-rapporteur, Micheline Jacques et moi-même avons jugé utile d'entendre des acteurs du monde économique ultramarin. Nous allons ainsi échanger ce matin avec les représentants des chambres de commerce et d'industrie, les CCI d'outre-mer, regroupées au sein de la Siom, laquelle vient de désigner son nouveau président, M. Pierrick Robert, que je salue à La Réunion, M. le Président. Ils nous feront part de leurs réflexions sur le bilan de l'organisation institutionnelle de leur territoire et sur les éventuels souhaits d'évolution du point de vue économique. Et compte tenu du décalage horaire, nous commencerons par les CCI de l'océan Indien et Pacifique. Puis, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous passerons ensuite au bassin atlantique aux alentours de 11 heures. Je vais donc vous donner la parole, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour un tour de table dans le cadre de votre exposé liminaire, sur la base d'une trame qui vous a été adressée par la délégation. Et puis, avec Micheline Jacques, nous vous interrogerons tout à l'heure sur un certain nombre de questions pour pouvoir donner un peu de rythme et de fluidité à cette audition et surtout vous entendre également sur le point de vue des acteurs économiques sur ce sujet d'intérêt pour vos territoires respectifs. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Je serai accompagné, je pense qu'il est aussi en ligne, de Monsieur Pierre Dupuis, qui est le directeur de la Siom, pour cette audition. Donc, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la question de la réforme institutionnelle que vous nous posez est au fond du niveau, celle du niveau approprié d'élaboration des normes. Est-ce que c'est l'État qui doit adapter les normes ou les autorités locales? Pour y répondre, les CCI d'outre-mer ne vous parleront bien évidemment que de l'impact de ces normes et de leur élaboration sur le développement économique. Voilà ce que je voulais dire en préambule. D'abord, l'avis des chefs d'entreprise sont très différents selon les territoires et notamment dans l'article 74, ils nous disent que leurs lois organiques ont besoin d'être revues. Dans l'article 73, s'il y a un fort sentiment d'inadaptation des normes et des modes d'intervention des pouvoirs publics, il y a aussi dans plusieurs territoires, une forte inquiétude sur les risques d'une évolution statutaire, le rattachement des territoires d'outre-mer à la France. Pour nous, il y a trois choses à examiner: l'opportunité, la capacité des collectivités à mettre en œuvre de nouvelles compétences et l'organisation de ces nouveaux pouvoirs. Comment se mettre en place pour cette déclinaison qui doit avoir lieu? L'opportunité d'abord. Il n'y a à notre connaissance, jamais eu d'études scientifiques comparant l'impact des différentes évolutions statutaires des Outre-mer sur leur trajectoire de développement économique. Pourtant, nous avons des cas d'école assez intéressants avec des territoires comme Mayotte,
ou les Trois Saints, qui ont changé de statut encore assez récemment. Nous considérons qu'il y a encore des incertitudes autour de cet impact. Pour dire cela, nous nous appuyons principalement sur deux éléments. Le taux de croissance du PIB par habitant entre 2000 et 2020, d'une part, et d'autre part, le taux de croissance annuel moyen de l'indice de développement humain en 2012. On observe que non seulement il n'y a pas de lien apparent entre la vitesse de développement d'un territoire et son statut, mais qu'en plus, il n'y a pas de changement substantiel des trajectoires économiques des territoires lors d'un changement statutaire. Au contraire, nous constatons que si certains territoires bénéficiant de l'autonomie ont pu connaître une amélioration significative de leurs économies, je pense en particulier la Nouvelle-Calédonie, tirée par le nickel, et à Saint-Barthélemy, qui a su profiter de la situation particulière de son marché lié au tourisme. Les territoires ayant le moins d'autonomie se développent globalement plus vite. Si cependant une réforme devait être menée, se poserait selon nous la question des moyens alloués aux collectivités pour la mettre en œuvre. Deux éléments dans ce sens. D'abord, les régions ultramarines se caractérisent par des délais moyens de paiement aux entreprises 2 fois supérieurs aux plafonds légaux, selon un rapport de l'Inspection générale de l'administration en 2019. Un renforcement des pouvoirs impliquerait donc une augmentation de leur budget visiblement contraint pour leur permettre de les exercer. Ensuite, nous avons aussi regardé les statistiques de la Direction générale des collectivités locales sur l'état de la fonction publique territoriale. On constate que, à l'exception de la Martinique, toutes les régions ultramarines manquent de cadres dans leur fonction publique territoriale, malgré des effectifs au-dessus de la moyenne. Si une réforme devait être menée pour donner plus de compétences aux collectivités, on devrait donc forcément les renforcer en amont. À supposer enfin que cela arrive, il resterait une dernière question: comment organiser ces nouveaux pouvoirs? Il nous semble important d'éviter la concentration entre les mêmes pouvoirs, les mêmes mains, des pouvoirs législatifs et exécutifs. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Le premier rapport de l'Agence française anticorruption et du service statistique du ministère de l'Intérieur sur les atteintes de propriété publique montre que les collectivités de l'article 74 concentrent 3,5% des infractions pour 0,9% de la population et 0,6% du PIB. Ce que l'Agence française anticorruption attribue à leur singularité institutionnelle. Si un nouveau système doit être conçu, il doit donc comprendre des garde-fous pour protéger l'équité de l'activité économique. Il nous semble, pour ces raisons, que nous devons d'abord réfléchir à un changement de méthode de travail avant de penser à un changement statutaire, sans que cela ne soit forcément exclusif. Il est en particulier nécessaire de renforcer la dimension partenariale entre l'État, la société civile et les collectivités en s'appuyant sur les contrats de développement et les contrats de convergence. Les plans de convergence doivent en effet déjà contenir un volet sur l'adaptation des normes. S'ils étaient élaborés avec la société civile et notamment les chambres consulaires qui en deviendraient les signataires,
Il pourrait constituer des diagnostics territoriaux partagés, mais aussi contenir des engagements financiers et de gestion des collectivités. Nous pensons que certaines dispositions de ces plans pourraient dès lors être votées par le Parlement pour valider les demandes d'habilitation. Pour cela, nous proposons que chaque chambre parlementaire réserve une semaine de contrôle par an aux questions ultramarines, qui serait notamment l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des contrats liant l'État et les Outre-mer. Ces semaines de contrôle pourraient se dérouler en mars, en amont de l'ouverture des conférences budgétaires, qui pourraient ainsi tenir compte de leurs conclusions. Ce contrôle pourrait notamment s'appuyer sur un document de politique transversale outre-mer qui, conformément aux recommandations de la Cour des comptes à la Commission des finances du Sénat en mars 2022, pourrait être décalé dans l'année pour améliorer sa fiabilité. Ce document, plutôt que les indicateurs nationaux déclinés en Outre-mer, pourrait recenser des indicateurs spécifiques aux Outre-mer déterminés par un programme, mais contiendrait toujours les états récapitulatifs de l'effort budgétaire et financier de l'État en Outre-mer. Cela donnerait l'occasion au ministère des Outre-mer de renforcer son rôle de coordinateur de l'interministériel en réunissant en amont de ces semaines de contrôle les directeurs centraux concernés. Durant ces semaines de contrôle outre-mer, les délégations aux outre-mer élevées en commission spéciale pourraient examiner un projet de loi sur les diverses dispositions des outre-mer. Ce projet de loi, examiné en urgence et sous la procédure de la législation en commission, porterait les dispositions financières correspondant aux plans et contrats de convergence en précisant les enveloppes de la loi de finances initiale, validerait les habilitations demandées dans les plans et adapterait les mesures d'adaptation de la législation outre-mer. Il transcrirait également dans la loi les engagements des collectivités locales, donnant ainsi à ceux-ci une force juridique lors des contrôles de légalité et des contrôles budgétaires des collectivités locales par les préfets. Cette nouvelle organisation du travail normatif devra également nous amener à réinterroger l'organisation du ministère des Outre-mer et les pouvoirs des préfets. La Cour des comptes le dit, le ministère des Outre-mer aujourd'hui se disperse alors qu'il manque de moyens humains et financiers. Il faut renforcer son poids interministériel, ses capacités d'expertise et son rôle d'appui en ingénierie. Les représentants de l'État doivent également se saisir du pouvoir de dérogation qui leur a été octroyé, ce qui pourrait impliquer la création de groupes de liaison avec eux, constitués des collectivités et des chambres consulaires. De manière générale, l'État, aussi bien central que déconcentré, doit travailler en plus d'étroite collaboration avec les représentants de la société civile et notamment les consulaires représentant le monde économique. Nous souhaitons notamment des réunions régulières sur l'adaptation des normes avec les préfets et les collectivités dans une instance dédiée. À Paris, nous sommes représentés par l'ASIOM et les ministères, et pas seulement le ministère des Outre-mer devrait nous associer plus fréquemment par ce biais, ce qui nous permettrait de plus facilement coordonner et structurer nos réponses. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je propose maintenant de faire un tour d'horizon des différents territoires, en commençant par la CCI de Mayotte, Madame Nadine Afidou.
Bonjour, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Je représente aujourd'hui la CCI de Mayotte. Je remercie notre président, M. Robert, pour ses propos introductifs. Alors, pour ce qui relève de la CCI de Mayotte, donc vous connaissez forcément le cas du territoire mahorais et de sa dernière évolution institutionnelle. Nous sommes sur une position où nous avons encore un certain nombre de compétences régionales qui ne nous ont pas été transférées et qui nécessitent un transfert définitif. Donc c'est vrai que sur Mayotte, on va dire que les choses ont été précipitées lorsque nous sommes passés département et une sorte de région. Donc on est plus sur une idée de préparer vraiment le terrain et de rester vigilant vis-à-vis de ces propositions d'évolution qui pourront être faites à l'avenir sur l'ensemble des territoires, sachant que pour nous, comme je le disais auparavant, celle que nous avons menée n'a pas été complètement aboutie. Après, je ne sais pas si nous, on nous avait envoyé une liste de questions. Je ne sais pas si il faut y répondre toutes là maintenant, mais Non, alors ce que je vous proposais, madame, c'est simplement de faire. Voilà. Ouais, là, on faisait un tour d'horizon des différentes CCI avec des propos liminaires. Et puis après, on reviendra au travers des questions et vous pourrez venir compléter respectivement les propos. Tout à fait, très bien. Je laisse mes autres collègues alors se présenter. Nous allons maintenant partir en Nouvelle-Calédonie avec monsieur David Guyenne, s'il est connecté. Je suis là. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour. Alors, vous nous questionnez sur l'avenir institutionnel des Outre-mer et notamment sur la capacité à accorder davantage d'autonomie aux territoires ultramarins, soit dans des compétences transférées, soit dans des capacités supplémentaires d'adaptation réglementaire et normative, dans des compétences identifiées. Donc, l'impact de ces réformes sur nos économies. Alors, vous savez que la Nouvelle-Calédonie est engagée dans un processus de réforme institutionnelle, mais le monde économique et une grande partie de la société civile calédonienne considèrent que ce serait se tromper d'enjeu que de réformer pour donner davantage de pouvoir local sans une stratégie partagée de développement économique et humain. L'État, dans le cadre du processus de sortie de l'accord de Nouméa, s'est engagé à faire un bilan des transferts de compétences en Nouvelle-Calédonie pour le début de l'année 2023. Le monde économique, lui, a fait un premier bilan. Et dans ce premier bilan, entre décembre 2006 et janvier 2022, nous avons repris toutes les lois de pays qui ont été votées en Nouvelle-Calédonie. Sur les 200 lois de pays, 40% des textes ont été d'ordre fiscaux, et notamment un accroissement de la fiscalité. 20% des textes ont été relatifs au droit du travail. 10% ont porté sur des aménagements de nature à faciliter le fonctionnement de la fonction publique, en incluant les nouvelles dépenses sociales et leur financement, 6% des textes, les mesures de contrôle des marges des prix et de l'économie, 5% des textes, en excluant le droit des assurances, qui a surtout constitué à réguler les assurances décennales de construction. On s'aperçoit donc que 80% des textes n'ont pas eu vocation d'engager le territoire dans un développement économique et une attractivité répondant à une vision pour la Nouvelle-Calédonie. Alors on peut se demander pourquoi. On peut apporter un élément de réponse qui est que l'objectif de cet accord de Nouméa et du rééquilibrage qui a suivi a été de trouver une paix politique. Certes, mais selon nous, monde économique, la paix de demain doit être une paix sociale et climatique apportée par la prospérité économique durable, soutenable et partagée. Le monde économique calédonien s'est réuni en consortium pour peser dans le débat
et que la réforme institutionnelle ait du sens. Il vise à mettre nos administrations au service d'un développement économique systémique, réfléchi, stratégique et concret. Alors, les conclusions certaines conclusions qu'on a apportées sont que les fondamentaux régaliens sont nécessaires, comme l'état de droit, la défense et la sécurité, l'éducation, la monnaie, que des piliers de développement co-construits et partagés doivent soutenir cette croissance calédonienne. Et quels sont ces piliers pour nous? La neutralité carbone en 2050, qui se décline en énergie verte et en compensation carbone en nickel vert, qui permettent de développer une économie de la lutte contre le réchauffement climatique dont la Nouvelle-Calédonie doit être le champion océanien et exporter son savoir-faire dans la région. Mais aussi en interne, une autonomie agroalimentaire de la Nouvelle-Calédonie, une économie des tribus, un écotourisme, une éco-construction, des secteurs d'énergie et de maintenance à construire, voire une économie autour de l'hydrogène. Donc le message, c'est qu'il nous faut des sujets concrets qui tendent, qui permettent à la Nouvelle-Calédonie de tendre vers un système économique concret et qui répondent à des besoins économiques et sociétaux de demain. Donc le monde économique calédonien, demande que ce soit à l'aune de cette stratégie économique et sociétale que nos territoires réfléchissent à un statut. Et donc ne pas avoir la mauvaise séquence, c'est-à-dire des réformes statutaires avant même de savoir quelle stratégie et quelle trajectoire doivent avoir nos territoires. Alors comment y parvenir? C'est bien la question qui doit nous animer tous. Sur le rôle de l'État, la crise Covid et les défis climatiques qui vont rendre nos territoires ultramarins fragiles, vulnérables aux fortes conséquences économiques, voire sociales, et je pense par exemple à l'accueil des réfugiés climatiques, montrent que nos territoires ne pourront jamais faire seuls. Au regard des stratégies économiques, sociétales et géopolitiques adoptées, le monde économique calédonien demande le soutien de l'État en termes de cohérence, de planification, de compétences techniques, humaines, parfois financières évidemment, pour que tous ensemble, nous arrivions à rendre attractifs et prospères nos territoires qui vont tous devoir affronter des mutations de modèles économiques. Car pour nous, en réussissant, nos territoires contribuent à une présence européenne, française, impactante et utile dans nos environnements régionaux. Donc ce que l'on va vous transmettre, mesdames et messieurs les sénateurs, si vous le souhaitez, donc les travaux de NCECO, notre consortium citoyen du monde économique, notamment sur l'efficience institutionnelle voulue et nos propositions d'alignement entre société civile, exécutifs locaux, État, l'organisation de nos interdépendances au service d'une vision économique et sociétale. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant partir à Wallis et Futuna. Je ne sais pas si le président de la CACIMA est également connecté. S'il l'est, il a la parole. Président Tukutu. Ah, donc le président était connecté, il s'est déconnecté, donc on va revenir vers lui pour ses propos liminaires dès qu'il se sera à nouveau connecté, ce qui peut arriver avec ce type de dispositif. Je vous propose maintenant peut-être de passer au travers du questionnaire qui vous a été adressé, qui est un guide finalement pour nos échanges. On va commencer par le volet institutionnel et puis après je laisserai Micheline Jacques sur l'aspect plus constitutionnel et institutionnel de cette table ronde, de cette audition. Donc d'abord sur les compétences et l'adaptation aux normes, il y avait 3 questions qui ont été posées par la délégation. Déjà, si vous avez, vous, respectivement, sur vos territoires, des exemples d'actions, de stratégies ou de projets économiques qui ont été entravés ou bloqués par l'inadaptation des normes, mais j'enfonce peut-être une porte ouverte. Et puis de savoir si, quand les normes doivent être adaptées aux spécificités d'un territoire, quelle autorité vous semble la plus pertinente? Je pense qu'on a commencé à avoir des éléments de réponse avec le président, mais j'aimerais aussi vous entendre chacun sur vos territoires. Est-ce que c'est l'État ou les autorités locales? Et quelles autorités en l'occurrence? Et puis enfin sur l'adaptation des normes toujours,
C'est dans la phase d'élaboration des lois et décrets. Le président l'a aussi abordé un peu. Êtes-vous parfois consulté dans la situation actuelle en amont pour émettre des avis ou des recommandations dans cette perspective? Si oui, vos avis sont-ils pris en compte ou est-ce que vous considérez justement que sur ce point, il doit y avoir une évolution? Alors, j'essaye juste avant de commencer le tour de table sur ces questions liées à l'adaptation des normes, de revenir à Wallis et Futuna, si le président de la CACIMA a pu se connecter à nouveau et s'il m'entend surtout, la parole pourra lui être donnée pour des propos liminaires. Bon, bah écoutez, nous n'avons pas la chance de l'avoir ou de l'entendre en l'occurrence, puisque le micro semble coupé et la caméra également. Donc, on repart sur le tour de table, si vous voulez, sur l'adaptation des normes, qui sera le premier bloc un peu sur lequel nous aimerions vous entendre, bien évidemment, et vous dire de manière générale que nous sommes également preneurs, comme nous l'avions fait avec la Nouvelle-Calédonie, de contributions écrites ou des travaux que vous menez pour alimenter les réflexions de l'Assemblée sur ce point. Donc vous avez maintenant la parole. On peut le reprendre dans le même ordre que nous l'avons fait tout à l'heure avec le président, puis Mayotte, Calédonie et Polynésie française, mais qui n'était pas connecté, je crois, tout à l'heure. Et puis enfin Wallis et Futuna, si on arrive à avoir la connexion. Président, je ne sais pas si vous voulez commencer ou si vous voulez qu'on passe directement territoire par territoire, comme vous le souhaitez. Et votre micro. Oui, nous pouvons commencer territoire par territoire. Ah bon? Il n'y a aucun problème. On peut commencer par Mayotte sur le volet normatif. Oui. Alors, effectivement, alors nous, on a quand même quelques exemples au sein de notre chambre sur cette inadaptation. Nous avons, dans le cadre du développement de nos projets d'investissement au sein de la chambre, eu à régulièrement demander à notre département une participation, en tout cas dans les sociétés de projets que nous créons. Par exemple, là, récemment, c'était sur le projet, la société de projet qu'on a créée pour la construction de la technopole dans la commune de Dembéni. Et les compétences régionales, certaines compétences régionales ne lui étant pas dévolues à notre conseil départemental, a empêché que cette opération se fasse. En tout cas, la création de cette société de projet, incluant le département. L'autre exemple criant au niveau de l'inadaptation des normes, c'est forcément au niveau agroalimentaire pour toute la partie d'importation d'aliments pour les proposer en transformation sur notre territoire, à travers justement ce projet de Technopole et de Multilab qu'on est en train de mettre en place à Mayotte. Notre idée, c'est de pouvoir importer des produits des territoires voisins pour pouvoir les transformer ici. Pour l'heure, nous n'avons pas les structures, en tout cas les outils, les ouvrages type Multilab que nous sommes en train de construire pour pouvoir mettre ces aliments et les faire venir selon les normes européennes et pouvoir les transformer et apposer les normes européennes. Ce qui est pour nous, lorsque c'est au niveau de la pertinence sur la compétence la compétence à exercer aussi bien un service déconcentré ou exécutif, pour nous, ça dépend du sujet. On ne peut pas dire d'entrée de jeu, voilà, c'est plus, ça nous semble plus pertinent que ce soit l'État et ses services déconcentrés ou les autorités locales. Et pour nous, et puis au final, quand ici au niveau local, un projet de loi et de décret est soumis et qui concerne le volet économique, notre volet, celui sur lequel nous travaillons, pour l'heure, au niveau de la Chambre de commerce, on n'a jamais vraiment été consulté.
on est toujours un peu isolé de ce type de décision. Et évidemment, on trouve ça dommage parce que nous représentons les entreprises sur le territoire et nous avons les éléments nécessaires pour pouvoir apporter les adaptations qui vont bien. Merci. Je laisse la parole maintenant à la Nouvelle-Calédonie sur ce sujet normatif. Merci. Alors, on a une position un petit peu différente, et notamment parce que le monde économique a vraiment l'ambition de faire de la Nouvelle-Calédonie un champion régional de l'économie, de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'énergie et de tout ce qui est décarbonation et toute cette économie qu'on veut faire autour d'une vraie cohérence de la Nouvelle-Calédonie. Et là, on s'aperçoit qu'au contraire, on a besoin d'avoir des normes supérieures fortes, et notamment celles de l'Union européenne, pour que dans notre région Pacifique, l'Union européenne, qui, elle, a un vrai pouvoir de négociation, un vrai pouvoir d'imposer des normes, elle puisse nous ouvrir des marchés commerciaux, elle puisse notamment avoir négocié à la fois des accès de territoire, mais aussi évidemment à négocier des moins de protection non tarifaire dans la région, et on pense notamment à nos voisins australiens et néo-zélandais, pour que justement nos entreprises soient en capacité de pouvoir aller conquérir pour la France, pour l'Europe, pour le rayonnement de l'Indo-Pacifique, aller conquérir concrètement ces régions du Pacifique et ces îles du Pacifique. Donc, pour ça, la Calédonie sera jamais assez forte pour aller négocier d'égal à égal avec nos grands voisins. En revanche, l'Union européenne peut nous permettre de le faire. Ensuite, moi, je voulais illustrer en fait des droits qui ont été transmis, des compétences qui ont été transmises en totalité à la Nouvelle-Calédonie lors des accords. Je pense notamment aux droits des assurances, je pense aux normes de construction et je pense au droit commercial. Et en fait, oui, il faut qu'il y ait peut-être une adaptation locale, mais on a souffert, nous, de ne pas avoir les compétences pour pouvoir travailler sur ces éléments structurants de l'économie. Et donc, si on prend notre droit commercial, il n'a pas évolué depuis 45 ans. Si on prend le droit des assurances, on est aujourd'hui dans une absurdité d'être, nous, à mutualiser sur un tout petit territoire, alors que le principe même de l'assurance, c'est de mutualiser avec le plus de monde possible, et notamment, par exemple, avec la métropole. Si on prend les normes de construction, là encore, il y a une nécessité de pouvoir combiner normes Union européenne et normes australiennes ou néo-zélandaises pour pouvoir commercer et pouvoir construire et échanger dans la région. Donc nous, notre proposition, c'est que s'il doit y avoir une adaptation, parce qu'elle elle peut être importante et elle peut être utile, que les textes d'emblée automatiquement soient transférés de la métropole au territoire, mais qu'en revanche, les territoires aient la faculté de dire « je me donne pour chaque texte transféré 6 mois, 1 an pour pouvoir le réviser ». Mais que ce soit dans ce sens et pas transféré au territoire pour qu'ensuite ils fassent tourner leur turbine législative. Voilà. Merci beaucoup. Et dans la mesure où la Polynésie française n'a pas réussi à se connecter, nous pouvons partir à Wallis et Futuna, puisque le directeur général de la CACIMA, lui, a réussi à se connecter. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Oui, sans caméra. Je crois que le président est connecté également. C'est ce qu'on pensait également, mais on n'arrivait pas à avoir cette connexion. Donc si le président de la CACIMA de Wallis est connecté, il a évidemment la parole. Dans le cas contraire, c'est vous qui la prenez. Oui. Je suis désolé, j'avais quelques problèmes pour me connecter, si vous m'entendez. Absolument, on vous entend, Monsieur le Président. Ouais. Donc, je reviens un petit peu sur l'institutionnel sur ce territoire. Effectivement,
vous savez, la particularité de notre territoire, parce que bon, on est quand même soumis aux trois pouvoirs ici, donc l'État coutumier et puis la religion catholique. Donc actuellement, en fait, on vit avec une division coutumière. Donc c'est ce qui fait un petit peu la difficulté de la progression sur tout ce qui est niveau économique, parce qu'il faut qu'on compose avec tout ça. Donc ça ralentit un petit peu notre développement suite à cette division coutumière. C'est une particularité sur notre territoire. Et là-dessus, effectivement, il y a ce problème-là, mais aussi on a aussi cette particularité que l'exécutif ici n'appartient pas au territoire, mais encore à l'État. Donc, du coup, les difficultés encore de prendre finalement les décisions finales sur le territoire, sur un développement du territoire, puisqu'on n'a pas la main dessus. Donc, voilà, actuellement, les difficultés qu'on vit. Mais avec ça, donc, le monde économique essaye d'avancer malgré tout avec tout ça, mais en espérant mettre en place, puisqu'on travaille dessus, c'est ce qu'on espère, c'est de mettre en place un système d'accompagnement pour petit à petit mettre en place cet exécutif de manière à ce qu'on respecte justement les décisions, les lois que depuis 2003, normalement, que les collectivités doivent être autonomes avec un exécutif. Voilà, vis-à-vis de l'institution. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir maintenant, on va passer au deuxième bloc sur le volet du bilan institutionnel, notamment en matière de gouvernance. Alors, est-ce que la gouvernance actuelle dans chacun de vos territoires vous paraît suffisamment lisible pour le monde économique? On a commencé à avoir des éléments de réponse intéressants et j'aimerais pouvoir vous entendre sur ce sujet. Avez-vous relevé soit des conflits ou ce qu'on appelle communément des enchevêtrements de compétences entre les différentes strates qui empêchent ou qui nuisent justement au développement économique de vos territoires et que vous avez vécu au travers de vos chambres consulaires? Et puis, il y a maintenant une dizaine d'années, la Guyane, la Martinique et Mayotte ont changé de gouvernance avec la création d'une collectivité unique ou la départementalisation pour Mayotte, évidemment. Cela s'est-il traduit pour le monde économique par une amélioration des politiques publiques au service de ce développement? Donc voilà, je voulais vous entendre sur ces deux aspects qui relèvent de la question numéro 5 et la question numéro 6 qui vous a été adressée. Et je vais peut-être commencer tout de suite avec Madame Afidou de Mayotte, à moins que le président Robert, vous vouliez peut-être intervenir sur ce sujet-là. Si c'est le cas, Président, vous avez la parole. Oui, Président. Oui, donc en ce qui concerne notre territoire, la Réunion, sur ces deux sujets, nous n'avons pas forcément trop de problématiques liées aux différents étages de compétences de chacun, en l'occurrence des collectivités, départements ou régions. Mais je voudrais quand même revenir sur le sujet de tout à l'heure qui était Mayotte. Comme Mayotte, je pense qu'on est dans une problématique où il faut vraiment faciliter les échanges. Il faudrait améliorer certaines normes sur notre territoire. Je pense que là, c'est assez semblable à Mayotte et la réglementation aussi, qui on doit apporter une adaptation. Je prends un exemple qui est assez important, et sur le sujet de l'environnement, la question des traitements des déchets dans la zone océan Indien. Il faudrait, par exemple, revoir cette convention qui existe, cette convention de Bâle. Et comme aussi au niveau de la Nouvelle-Calédonie,
une adaptation des normes au niveau du BTP qui nous semble nécessaire, où on doit associer, je dirais, les différents acteurs pour adapter par rapport à cela une norme qui correspond vraiment à notre environnement et à notre situation. Et donc, à ce sujet de la question 4 et 5, je pense que nous sommes assez, notre position est assez simple en ce qui concerne les différents acteurs qui sont concernés, le département et la région Réunion qui font déjà un travail dans ce sens. Merci, Président. On passe maintenant sur le volet organisation des institutions et impact sur le développement économique tel que ressenti par vos différentes chambres consulaires. Peut-être Madame Afidou à la Mayotte. Oui, alors, déjà pour nous, il y a une simplification qui doit être poursuivie et je prendrai déjà l'exemple qui nous concerne directement du guichet unique des formalités qui est vraiment un premier pas vers la simplification, malgré, après le sujet de la plateforme numérique, c'est quelque chose à part compte tenu de l'électronisme de notre territoire, mais le fait d'avoir créé ce guichet unique pour les formalités et ne pas disperser ces démarches un peu partout, déjà, c'est quelque chose d'appréciable pour les entreprises et c'est comme ça que les choses doivent aller. Nous, on a constaté au niveau de ce qui est de l'enchevêtrement un peu des compétences, des difficultés sur l'aide aux entreprises en difficulté, justement. On a plusieurs instances actuellement. On a le CODEFI qui est porté par l'État. On a des aides économiques qui sont gérées par le conseil départemental, mais sans lien forcément direct entre ces structures. Et les entreprises, pour elles, c'est pas lisible. Et ça nous a mené récemment à réfléchir à la création d'un CIP pour centraliser ces acteurs de l'accompagnement aux entreprises en difficulté et qui permettra, encore une fois, d'avoir une entrée unique pour ces entreprises en difficulté et compte tenu des actualités, des dernières actualités, c'est quelque chose qui permettra qui apportera quelque chose au développement économique, en tout cas à ces entreprises à s'en sortir. Pour ce qui est, je voulais quand même rajouter aussi sur la problématique des transferts de compétences non achevées, un phénomène qui fait que l'ensemble des grands projets structurants du territoire sont malheureusement portés par l'État. Je disais malheureusement, mais à contrario des régions comme celle de La Réunion, qui est notre voisine, qui porte de très grands projets structurants comme la route du littoral, etc. Nous, les compétences nous n'ont pas totalement été transférées. Des projets comme l'aéroport, comme les grands collèges que nous construisons, comme la route de contournement que nous faisons faire sur Mamoudzou, ne sont pas portés par la région, en tout cas ont du mal à être portés, donc par manque de compétences, de moyens, et voilà, c'est pas favorable non plus à un développement serein. Merci Madame. On passe maintenant à la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Guyenne. Oui, merci. Alors la Nouvelle-Calédonie, elle a entamé et très largement ce processus de transfert de compétences. Et on peut dire quand même que le début des accords, le début de la période des accords, a permis de professionnaliser, de faire émerger un vrai rééquilibrage à la fois politique, économique, mais aussi un vrai rééquilibrage de compétences pour gérer
une collectivité. Donc ça, c'était au début. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est, on a dérivé et on se retrouve avec une classe, en tout cas une organisation politique qui ne, ne traite que de politique politicienne. Alors, je suis désolé de le dire aussi crûment, et que donc on arrive même à des situations où des projets de loi, parfois même économiques, vont être torpillés par les uns ou par les autres uniquement pour des objectifs politiques. Donc ça, évidemment, dans un petit pays comme la Nouvelle-Calédonie, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et les effets, on les voit de manière très concrète. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, les compétences ont été pas assez précisément définies. Et notamment, on a coutume de dire que les provinces ont en charge le développement économique de la Calédonie, chaque province. Et du coup, on se retrouve avec des provinces qui vont toucher à tout en économie parce que pour elles, l'économie, ça veut dire tout ce qui a trait au monétaire, tout ce qui a trait un petit peu aux entreprises. Mais on oublie de dire que l'économie, il y a de la macroéconomie, et la macroéconomie doit rester au niveau de l'État, la monnaie, etc. Et il y a et la politique monétaire, et il y a de la microéconomie, où là, effectivement, c'est à nous, dans nos territoires, de pouvoir aller travailler avec les administrations pour justement avoir ce lien entre administration, entreprise, administration, citoyen. Donc ça, c'est mal défini. Les principes de subsidiarité aussi sont mal définis en Nouvelle-Calédonie entre le gouvernement, les provinces. Alors, on va revenir à la Nouvelle-Calédonie quand M. Guyenne aura réussi à se reconnecter, puisque c'est ce qu'on appelle un arrêt sur image. Donc, je vous propose maintenant de passer à Wallis et Futuna. Monsieur le Président, vous avez la parole sur ces éléments avant que nous redonnions la parole à M. Guyenne sur le volet de l'organisation des institutions et puis surtout comment le monde économique voit ou pas ou a vécu des conflits ou des enchevêtrements de compétences par rapport au développement économique. Alors, si le président de la CACIMA de Wallis et Futuna de la CCIMA n'est pas disponible, peut-être que M. Ersan pourrait prendre le relais sur cette question, le cas échéant. Oui, tout à fait. Je vais dire un mot sur le sujet. Pour ce qui est de la gouvernance, le président l'a dit tout à l'heure, et puis je crois que le président de l'Assemblée territoriale que vous avez vu avant l'a aussi évoqué. Il y a un enchevêtrement de compétences particulier chez nous avec un préfet qui a les pouvoirs d'avant 1982, une assemblée territoriale élue et également un pouvoir coutumier avec même deux chefferies, ce qui ne facilite pas les choses. Et la plus grande difficulté pour le monde économique, c'est qu'on a une administration qui est bicéphale. Les services ont deux chefs, ils ont à la fois le préfet, représentant de l'État, chef du territoire, et l'Assemblée territoriale avec des élus. Et tout le monde sait que quand on a deux chefs, on n'a pas de chef, et c'est ce qui rend particulièrement difficile le service aux entreprises. Donc c'est une gouvernance qui est assez illisible et qui pousse pas vraiment à avancer, mais plutôt à rester immobile. Et le collègue de la Nouvelle-Calédonie a évoqué tout à l'heure les liens avec les partenaires régionaux. C'est un exemple dans lequel ça nous handicape particulièrement. On voit que pour créer des relations, même avec les territoires français, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, et a fortiori avec les pays environnants comme Fidji,
on a énormément de mal. Donc, nous, on y arrive de chambre à chambre parce qu'on est des établissements publics assez autonomes qui pouvons construire notre propre politique. Mais les politiques entre territoires ont beaucoup de mal à se mettre en place. Là, par exemple, avec la Nouvelle-Calédonie, tout est bloqué depuis quasiment 2 ans pour des raisons, comme disait M. Guyenne, politiciennes. Donc, on travaille entre chambres, mais pas entre territoires, et c'est dommage. Merci, monsieur le directeur général. Et puisque monsieur, justement, Guyenne est revenu parmi nous et qui était resté en suspension, je vous propose de reprendre le propos que vous n'aviez pas pu terminer un peu plus tôt, monsieur Guyenne. Merci, je suis vraiment désolé de la connexion. Donc, je disais que la subsidiarité n'est pas opérante, ne fonctionne pas en Nouvelle-Calédonie et que, du coup, par exemple, sur les compétences, on va à la fois mélanger des compétences, on va dire, institutionnelles. Et maintenant, on en arrive aussi à dire que le proxy de la compétence, eh ben, ça va être de mettre de l'emploi local dans les administrations, dans le régalien. Et en fait, pour nous, ce sont des dérives qu'il faut absolument cadrer parce que elles ne sont que des réponses politiciennes et elles ne répondent pas aux enjeux et aux défis économiques. Et pour terminer, je voulais vraiment prendre l'exemple de ce qui s'est passé lors du Covid, où chacun s'est un petit peu assis sur ses compétences et a travaillé ensemble. Et tout le monde a trouvé comment pouvoir faire passer des textes, parfois en violant les compétences des uns et des autres, mais ça a fonctionné. Et donc, quand il y a cette urgence, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut être imaginatif. Et nous, on souhaiterait que la Calédonie économique soit toujours en mode Covid. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'elle doit avoir cet objectif, cette urgence de s'en sortir et de trouver ses moyens pour s'en sortir. Et on aimerait que sur les secteurs d'avenir qui ont ou qui seront identifiés par l'ensemble des Calédoniens, les secteurs d'avenir économiques, que État, collectivités et citoyens, on se regroupe pour dire, voilà, sur ça, les compétences, on va prendre quelle institution sera la plus forte pour diriger la compétence, pour organiser la compétence et pour nous amener à un développement économique plus fort et plus impactant. Voilà, c'est notre souhait, c'est compliqué, ça demande une certaine mécanique institutionnelle probablement et constitutionnelle, mais en tout cas, pour nous, c'est une question de pragmatisme et d'efficacité. Merci, monsieur Guyenne. Alors maintenant, on va passer à l'aspect rôle, les relations avec l'État, avant de laisser la parole à Micheline Jacques sur le volet constitutionnel et la réouverture du débat possiblement institutionnel. Comment est-ce que vous jugez sur chacun de vos territoires justement l'accompagnement, les modalités d'accompagnement de l'État et puis, est-ce que la déconcentration permet réellement à vos États territoriaux, on va l'appeler comme ça, on va les appeler comme ça en l'occurrence, d'adapter leur propre politique dans leur domaine de compétences au domaine? Est-ce que, selon vous, il faudrait que le préfet puisse déroger encore plus fortement aux règles pour les adapter à vos territoires, ou est-ce que ça doit relever d'un autre niveau normatif? Voilà, ce sont les questions 7 et 8 dans le questionnaire, et ensuite c'est Micheline Jacques qui prendra la main sur le volet constitutionnel. On commence par Monsieur Robert, peut-être? Les présidents. Effectivement, je pense que sur cette question, le rôle de l'accompagnement de l'État, bien sûr, considérant qu'il y a un renforcement et que le pouvoir des préfets qui sont aujourd'hui sur nos territoires doivent être, bien entendu, encore axés sur des compétences qui sont liées, en l'occurrence, à des possibilités qui sont sur la zone océan Indien, en l'occurrence sur notre territoire, pour pouvoir faciliter, encore une fois, ces échanges. Et là, moi, je considère qu'il y a vraiment un travail à faire, un renforcement de ce travail par rapport à cette situation-là.
Merci. Madame Afidou, pour Mayotte. Alors, pour ce qui est du rôle et de l'accompagnement de l'État, bon, c'est difficile pour nous d'avoir une appréciation positive, hein, compte tenu de l'actualité et des difficultés qu'il a actuellement. Mayotte a déjà assumé toutes ses compétences régaliennes, santé, sécurité, éducation. Donc, pour nous ici, l'État manque de moyens, forcément, c'est une évidence. La preuve principale au niveau du développement économique, c'est l'organisation du Haut Conseil de la commande publique. C'est quelque chose depuis quelques années qui a été installé à Mayotte, dont la CCI a pris la présidence, mais qui doit être géré par les services de l'État, à savoir le SGAR. Depuis son installation, on n'a jamais pu le réunir et c'est une instance absolument essentielle pour la visibilité de nos entreprises, pour la coordination de l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des porteurs de projets publics ici à Mayotte. Quand on sait que le nombre d'entreprises à Mayotte est très limité, et quand on voit les défis que nous avons à relever en termes d'aménagement, de construction d'ouvrages, le rectorat, les logements, voilà, on est dans une situation actuellement de complète saturation au niveau du BTP, mais c'est une saturation qui aurait pu être anticipée si cette instance et ces travaux avaient réellement été suivis. Sur la déconcentration, si elle permet suffisamment à l'État d'adapter ses propres politiques, moi, je suis mitigée. Alors, assouplir les conditions, pas forcément. Moi, je reste persuadée que le peu de moyens alloués aux services déconcentrés de l'État ici les empêche de vraiment assumer leur rôle et l'accompagnement qu'ils sont censés faire aux collectivités, aux institutions comme les nôtres. Et il y a vraiment quelque chose à faire évoluer à ce niveau-là. Bien sûr, tout ça a corrélé à ça, la lourdeur administrative que peut représenter certaines démarches. Et comme je le disais sur les propos précédents, doivent aller dans la simplification et en particulier dans tout ce qui est volet aménagement et démarches d'autorisation administrative qu'il peut y avoir ça et là sur les projets. Merci. Nous partons maintenant en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Guyenne. Merci. Alors, nous, en Nouvelle-Calédonie, on voit à peu près 4 rôles de l'État. Alors, le premier rôle, c'est évidemment un rôle institutionnel, le garant de l'état de droit, le garant de la monnaie et de la politique monétaire, le garant de la sécurité et de l'espace, de nos espaces mer, terre et cyber et autres, et le garant de notre éducation. Donc ça, c'est la partie, on va dire, institutionnelle. Le deuxième point, c'est plutôt sur l'accompagnement dans l'autonomisation de nos territoires. Et je pense notamment à l'intégration de nos territoires dans les grandes politiques de transition et de mutation, hein, évidemment sur l'énergie, évidemment sur tout ce qui est environnemental et toutes les économies qui peuvent s'opérer autour de ces transitions. Donc, cette intégration qui doit être aussi un accompagnement sur la planification des projets et l'organisation des investissements. Le troisième
le troisième rôle, qui est un rôle très opérationnel, c'est le contrôle de légalité, c'est les garanties de financement, c'est par exemple les contrats de plan entre l'État et les territoires et l'État et les autres collectivités de la Nouvelle-Calédonie, sont donc garder ce rôle très opérationnel pour nous accompagner. Et le quatrième rôle, c'est un rôle, j'ai envie de dire, de sauveur, hein. C'est-à-dire que on sait qu'on va toujours, on va vivre des crises de plus en plus graves, de plus en plus imprévues, et ça, on ne pourra pas le faire tout seul, et l'État doit toujours être là pour nous sauver et en tout cas nous aider dans ces situations critiques. Merci. Et nous partons maintenant vers Wallis et Futuna. Soit le président a pu se connecter, et si ce n'est pas le cas, Monsieur Ersan, le directeur général de la CCIMA, vous avez la parole. Merci. Donc, mon directeur il complétera un petit peu après. Mais effectivement, là, je suis d'accord effectivement avec M. Guyenne. Effectivement, c'est exactement ça. L'État est garant de toutes les institutions, donc l'éducation, l'aspect monétaire et tout ça. Mais après, ici, on a, donc je reviens dessus, l'aspect un petit peu les spécificités de notre territoire qui fait que les relations entre le territoire et l'État, ils font que il y a des blocages. Il y a des blocages là-dessus parce que on a un système coutumier qui font que on ne pourra pas avancer normalement. Et donc là-dessus, moi je dirais que effectivement il y avait des années passées, il y avait une ingérence là-dessus de l'État par rapport à notre aspect coutumier. Et là, on en paye les pots cassés là. Et donc maintenant, avec ça, il faut qu'on compose avec, encore une fois. Et là, comme disait mon directeur tout à l'heure, et donc là, on stagne. On stagne parce que pourquoi? Parce que là, on a des autorités qu'il faut qu'à un moment ou non, il faut qu'on débloque quelque chose. Donc c'est là-dessus. Et au niveau développement économique, on ne pourra pas avancer comme il aurait fallu. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect-là. Et je pense qu'il faut, à un moment, on a trouvé la solution pour régler d'abord cette division. Et ensuite on pourra après refaire un petit reparler d'un développement qui pourra faire en sorte qu'on arrive à avancer correctement. Voilà. Là, je laisse mon directeur compléter mes propos. Si Monsieur le Directeur voulait prendre la parole pour compléter les propos du Président, vous l'avez. Sinon, on va passer à la deuxième partie de la table ronde. Mais juste la question porte sur la déconcentration. Comme il n'y a pas de déconcentration chez nous, évidemment, c'est un peu voilà, limité. Et on a encore une fois l'accompagnement de l'État ne porte pas suffisamment sur l'économie. C'est un fait malgré la succession des préfets. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup. Merci, Président, mes chers collègues, Madame, Messieurs. Je m'orienterai vers le débat constitutionnel. Déjà, permettez-moi de faire remarquer que les interventions de chacun montrent déjà
que chaque territoire est unique à ses spécificités et qu'il est ce qui est valable dans un territoire ou ce qui est réclamé dans un territoire ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, c'est ce qui rend aussi nos travaux très riches. Ma première question se dirigerait vers l'appel de Fort-de-France. Comment l'avez-vous interprété et accueilli cet appel de Fort-de-France? Monsieur Robert? Alors, je serai assez direct sur le sujet. Nous sommes, ça dépend déjà où on se place sur le territoire, sur les territoires. Et moi, je considère que c'est l'expression même de certains élus et pas nécessairement de l'ensemble des élus. Il y a, par contre, lié à cela, un sentiment commun d'une politique plus proche des réalités de nos territoires. Ça, c'est une vraie certitude. Moi, je considère qu'il faut optimiser l'action publique qui est nécessaire pour lever des freins qui sont vraiment bloquants sur le territoire. Maintenant, encore une fois, l'appel de Fort-de-France, c'est un sujet sur lequel certains élus se sont positionnés et néanmoins, il s'avère que nous ne sommes pas tous sur le même point de vue. Donc, il faut déjà qu'il y ait à un moment donné un réel, je dirais, une vraie analyse de cette situation par rapport aux besoins des territoires. Madame Afidou? Oui. Alors, pour notre part, donc cet appel de Fort-de-France, nous l'avons pris quand même comme une évidence, mais à prendre avec des pincettes, parce que qui dit évolution institutionnelle, comme je le disais en première partie, c'est la préparation à cette évolution, mais à être très vigilant sur l'aspect des engagements de l'État et ne pas se faire mettre les bons outils, les bons dispositifs pour cadrer ces éléments. C'est vrai que, comme le disait le président, nous avons tous un certain nombre de freins dans des projets économiques, des investisseurs qui viennent s'installer. Et il est temps, à un moment donné, de réfléchir aux adaptations qu'il y a à faire pour qu'on puisse tout simplement importer de manière saine. Pour nous, il y a des absurdités qui devraient être levées, comme on a un vivier à côté de nous qui est Madagascar, qui produit des crevettes. Ces crevettes de Madagascar, il faut qu'on aille à Rungis pour les transformer, alors que le territoire de Mayotte est à côté. C'est le genre d'absurdité pour nous qui font que cet appel de Fort-de-France a un réel sens. Je vous remercie. La Nouvelle-Calédonie n'est pas trop concernée, mais si vous souhaitez nous donner votre point de vue, nous l'accueillerons avec plaisir. Alors, très rapidement, nous, on a vécu plutôt comme un geste politique, enfin évidemment une volonté politique, mais attention, comme on l'a vécu nous en Nouvelle-Calédonie, je me suis permis d'en parler avec mes confrères des autres CCI pour dire, regardez d'abord, assumez d'abord vos responsabilités dans vos territoires avant d'en demander toujours plus, parce que très honnêtement, ça peut être une boîte de Pandore. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire, Madame la sénatrice. Merci. Wallis et Futuna, si vous nous entendez. Allô? Monsieur le Président, vous nous entendez? Monsieur le Directeur, peut-être?
Oui, j'aurais pas de commentaires supplémentaires à faire par rapport à ce qu'a fait M. Guyenne à l'instant. Donc, je passerai au point suivant, à la suite justement de cet appel de Fort-de-France. Donc, le président de la République a lancé un projet, une feuille de route renouveau des Outre-mer qui doit se conduire par une consultation dans 6 mois d'un comité interministériel aux Outre-mer. Qu'attendez-vous de cette feuille de route ? Que pensez-vous de la méthode et comment voyez-vous la concrétisation des objectifs annoncés par le ministre des Outre-mer sur la création de valeur et le développement des entreprises? Monsieur Robert. Oui, donc, effectivement, sur ce sujet, le préfet a déjà sensibilisé et réuni l'ensemble des acteurs sur le sujet pour échanger et avancer sur les méthodes à mettre en place. Maintenant, bien évidemment, sur notre territoire, je pense qu'il faut vraiment faire participer l'ensemble des acteurs et en l'occurrence, il faut qu'il y ait une prise en compte de la situation économique, des acteurs économiques qui soient vraiment impliqués dans ce comité parce qu'il y a obligatoirement un besoin d'écouter et d'entendre. Comme aujourd'hui, lors de cette audition, je pense que la mise en place et la déclinaison de cette action qu'a proposé le président de la République doit réunir l'ensemble des acteurs concernés. Madame Afidou. Oui, alors, oui, effectivement, ce comité, on doit être consulté, le monde économique doit être consulté. Pour nous, il est vraiment temps de changer de paradigme. Pour nous, les Outre-mer doivent être des territoires qui doivent créer enfin de la richesse. On doit laisser l'opportunité aux Outre-mer de participer à la compétitivité globale de la France et de libérer de permettre des échanges plus faciles avec les territoires voisins. On doit pouvoir raisonner à l'échelle régionale et non plus avoir systématiquement à être sous perfusion des transferts depuis Paris. L'idée, en tout cas, qui était faite de cette feuille de route est bonne. On a un doute sur la méthode parce que les délais sont très contraints. On a quand même des volets à examiner, ça nous semble aller vers des conclusions encore hâtives. Et on a déjà vécu ça sur les territoires avec des conclusions qui seront faites uniquement et prises par l'État et pour sortir dans un délai, dans des plans de convergence et des CPER qui vont bientôt arriver, qui vont bientôt être formalisés. J'insiste sur le fait que les Outre-mer ont des avantages compétitifs et que les liens géographiques qui peuvent leur permettre de créer leur permettra de rayonner véritablement dans leurs bassins économiques régionaux. Et donc prendre les Outre-mer comme des territoires d'expérimentation dans le cadre de cette feuille de route renouveau des Outre-mer. Je vous remercie. Monsieur Guyenne, s'il veut donner son point de vue. Merci. Alors, nous, on a fait ce travail côté société civile et je pense que, pour rejoindre ce que dit Nadine, ça prend du temps. Donc, effectivement, les délais me paraissent assez contraints. Nous, on a quand même réuni une centaine de chefs d'entreprise, plus de 1000 heures de travail pour aboutir à un projet de la société civile, certes pas partagé avec l'ensemble des politiques, mais en tout cas, on a fait la démarche de communiquer et de pouvoir finalement avoir un projet cohérent, et je pense qu'il satisfait pas mal de politiques.
Et c'est vraiment une opportunité pour la société civile, notamment la société civile économique, d'avoir son mot à dire. Et c'est une opportunité pour les territoires de réfléchir à une trajectoire et de réfléchir à des objectifs économiques. Certains pourront être partagés avec l'ensemble des Outre-mer, d'autres seront plus spécifiques par rapport aux différents territoires. Donc ça peut être une vraie opportunité de faire bouger les choses. Et juste une petite expérience calédonienne. M. Darmanin est en ce moment en Nouvelle-Calédonie et il va mettre en place les premiers groupes thématiques qui vont permettre à la Nouvelle-Calédonie, on espère, de pouvoir sortir et de pouvoir avoir un nouveau statut. Et ce qu'on s'est permis de dire, c'est que, attention, de commencer par des groupes thématiques institutionnels, politiques uniquement, parce que c'est ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie, c'est pas forcément la bonne séquence. Nous, on préférait que ce soit d'abord des groupes thématiques de la société civile, des différents acteurs, notamment économiques, qui puissent faire émerger des choses plus grandes et plus fortes, et qui ne soient pas contraints par des contraintes justement politiques ou institutionnelles. Donc de faire cette démarche et ensuite de donner ce travail aux politiques pour qu'ils puissent trouver des solutions institutionnelles et des solutions statutaires. Donc la séquence est pour nous importante. Wallis et Futuna, si vous nous entendez. Ouais, je pense qu'on est, enfin, Wallis et Futuna, on est encore à une échelle très inférieure et qui ne nous permet pas encore de nous prononcer vis-à-vis de tous ces avancées-là. Je vous remercie. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Guyenne, comment justement percevez-vous les débats institutionnels, notamment à propos de cette éventuelle révision constitutionnelle sur les territoires? Cela crée-t-il une instabilité liée à des inquiétudes ou au contraire, cela ouvre-t-il des perspectives de développement? Oui, donc c'est un sujet très sensible également pour le monde économique, mais pour la population également. S'il n'y a pas une consultation préalable de la population, nous risquons des réactions fortes. Je pense qu'il faut, et je considère que, en tout cas pour La Réunion, que ce n'est pas un enjeu réel de concentrer tout le pouvoir politique sur une seule institution. Ça pourrait même créer déstabiliser, je dirais, le monde économique. Et nous avons déjà un statut qui permet l'adaptation des lois, article 73 en l'occurrence. Pourquoi les collectivités régionales n'activent pas ces dispositions avant d'envisager un changement de constitution? Et sur certains territoires, il me semble qu'il y a même une volonté et il semblerait que l'État n'a pas toujours instruit ces demandes. Justement, excusez-moi de vous préciser, mais l'amendement Virapoulet empêche justement les adaptations sur le territoire de la Réunion. Donc ça complique un peu les choses. Totalement. C'est pour cette raison que nous demandons qu'il ne faut pas prendre de risques sur le rattachement, en tout cas de la Réunion à la France. Je vais laisser la parole à Madame Afidou. Oui. Alors, pour nous, voilà, comme je le disais, à Mayotte, on souhaite la poursuite et l'aboutissement du processus départemental. C'est vraiment notre sujet. Et ces débats actuels, ces débats institutionnels ne sont pas un sujet qu'on a sur Mayotte depuis un certain nombre de temps.
mais qui n'apporte pas plus d'instabilité que ce qu'on a actuellement. Sans bouleversement, ce qui est attendu en tout cas des entreprises, des investisseurs, c'est d'avoir une meilleure visibilité. Et ce qui est attendu également pour la population, c'est de terminer les transferts de compétences pour que notre département région puisse assumer pleinement et exercer ses missions décentralisées. Une fois qu'on aboutira à ça, je pense que tout le monde se sentira rassuré, on pourra voir l'avenir autrement et avancer sereinement. Wallis et Futuna. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je pense que la communication est interrompue. Si nous allons poursuivre avec comme l'a expliqué dans son propos liminaire Monsieur le Président Robert, avec quelques réticences sur l'article 74 en parlant de certains sujets, en parlant même de sujets de corruption qu'il faut tout de même mesurer, puisque étant une collectivité, Saint-Barthélemy étant une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 et ayant une certaine autonomie, nous n'avons pas ce genre de problématique chez nous et ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc il faut quand même relativiser les choses. Justement, la proposition de rédaction de Michel Magras prévoit justement des statuts à la carte permettant à chaque territoire d'inscrire ce qu'il souhaite. Donc vous avez parlé de co-construction, vous avez parlé d'être acteur de ce qui se passe chez vous, et ne faudrait-il pas justement, ce serait peut-être une bonne initiative que de pouvoir prévoir pour chaque territoire ce qu'il a envie de décider, ce qu'il souhaite mettre en place pour accentuer leur développement ou au contraire limiter certains écueils qui ont pu être remarqués dans certaines collectivités. Donc, que pensez-vous de ce projet de réécriture? Y voyez-vous une angoisse supplémentaire ou au contraire la possibilité d'une ouverture et d'adapter à chaque territoire? Effectivement, mais enfin, pour ma part, le statut, en l'occurrence, n'est pas une fin en soi. Il faut savoir, à un moment donné, prendre en compte. Pour cela, il faut mesurer aussi l'impact dans l'écriture et surtout savoir au millimètre près, comme on dit, ce qui va être écrit dans cette réforme. L'impact peut être un mot, une virgule, une phrase peut tout changer sur notre statut actuel et nous devons vraiment être très, très attentifs à ce sujet-là et ne pas commettre d'erreurs dans le cas ce que nous disposons actuellement déjà et sur les pistes d'amélioration que nous devons apporter et non créer des contraintes. Madame Fidou. Alors, effectivement, ces travaux de réécriture et perspectives de transfert, comment dire, pour nous, elles nécessitent, on est plutôt favorable à cela, mais comme je le disais au tout début de mes propos, avec une prise en compte de moyens alloués à ces transferts. Je vais prendre l'exemple tout simplement des relations qu'on peut avoir avec nos territoires voisins.
si nous avions la possibilité de tisser des liens plus forts avec les territoires, nos territoires proches, ça nous permettrait de beaucoup évoluer et de rayonner beaucoup plus fortement dans la région. Donc, si on doit modifier si on doit inscrire des éléments dans la Constitution, c'est vraiment de pouvoir faciliter et d'inclure les territoires dans les travaux régionaux et en termes diplomatiques, de les inclure dans l'ensemble des réunions qui peuvent être mises en place et libérer un peu plus les relations et profiter plus amplement de l'essor économique d'amener avec nous les territoires voisins dans un développement économique plus fort, qui permettrait forcément de réduire l'écart entre nos territoires et d'arriver à une sérénité, une meilleure sérénité au niveau régional. Donc, pour nous, par exemple, le ministère des Affaires étrangères d'inclure l'exécutif local et l'ensemble des parlementaires, évidemment, dans l'ensemble des négociations et de coopération avec les territoires voisins. Et je parlerai particulièrement des territoires comme celui des Comores. Il faut vraiment qu'à un moment donné, Paris et l'État arrêtent de négocier sans les territoires. Justement, le projet d'écriture proposé par Stéphane Guillemert, qui figure dans le rapport de Michel Magras, prévoit justement cette ouverture et ces échanges dans les bassins avec les territoires proches. Et le sens des travaux de la délégation, c'est de permettre à chaque territoire de travailler et de faire remonter ce dont ils ont besoin chez eux. Nous n'avons absolument pas d'objectif de vouloir venir dire au territoire ce qui est bon pour eux. Donc la démarche, c'est une démarche d'accompagnement, d'être à l'écoute, mais le travail se fera sur les territoires, évidemment, en concertation avec la population, avec le monde économique et aussi avec les élus, puisque la politique, malheureusement, mais heureusement aussi, donne des lignes directrices et des visions pour les territoires. Donc c'est le sens des travaux que nous sommes en train de mener. Je vais laisser la parole à la Nouvelle-Calédonie, s'il veut nous donner son avis. Merci. Je pense effectivement, Madame la sénatrice, que si on ne parle que d'institutionnel, ça n'intéressera qu'un microcosme. Or, aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte tous que les Outre-mer, alors, je vais y aller fort, les Outre-mer se meurent, la population est vieillissante et les mutations économiques et environnementales sont gigantesques. Mais du coup, c'est une vraie opportunité. Et quand on dit opportunité, ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir un grand projet pour les Outre-mer, un grand projet pour les Outre-mer et la France, et développer une attractivité pour nos territoires, une attractivité fiscale, une attractivité sociétale, une attractivité économique, et que donc, c'est uniquement parce qu'il y aura un grand projet ambitieux, alors peut-être pour chaque territoire, que le débat institutionnel sera intéressant, sera pertinent et sera fédérateur. Et c'est encore une fois, c'est toute une question de séquence. Si on fait l'inverse, on va tomber plus sur des inquiétudes, sur des incertitudes et un manque de visibilité. Et nous, on le vit en Nouvelle-Calédonie, un manque de visibilité, ce sont des personnes qui quittent le territoire. On a quand même perdu 10% de la population en 8 ans. Ce sont des investissements qui ne se font pas. Et c'est une économie qui est en perdition. Donc, quand on a cette urgence, cette ambition et ensuite ces ajustements institutionnels, là, ça peut marcher.
pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que je partage parfaitement votre analyse, l'idée de cette réécriture, c'est justement de créer un cadre, de donner une boîte à outils qui n'est pas restrictive. En l'état actuel des choses, vous avez des cadres très restrictifs avec un article 73, un article 74, avec pas beaucoup de marge de manœuvre. Et l'objectif étant justement d'ouvrir le champ des possibles pour permettre à chaque territoire de s'y inscrire. C'est la finalité du travail qui est en train d'être mené. Donc, malheureusement, nous devrons bientôt clore cette audition qui est fort intéressante. Je vais laisser la parole à Wallis et Futuna et puis après, nous passerons à une question sur justement la relation avec l'Union européenne, puisque vous avez fait référence à l'Union européenne et je laisserai la parole au président pour conclure. Ils sont avec nous. Wallis et Futuna. Oui, merci. Donc, encore une fois, donc, concernant ce thème-là, donc, réellement, il faut tenir compte de la spécificité des territoires et puis le développement économique de chaque territoire, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait deux vitesses. Donc, là-dessus, on parle de Wallis et Futuna qui a encore beaucoup à faire. Donc, compte largement effectivement sur des leviers de développement, de manière à ne pas trop. Il y a un besoin, il y a un réel besoin. Donc là-dessus, donc ce domaine-là, il faut réellement qu'il n'y ait pas trop de. Je veux dire. Parce que bon, nous avons des territoires collectivités qui sont plus en avance, et c'est pour ça qu'il faut réellement tenir compte de cette population ici, enfin, je parle de Wallis et Futuna, qui ont un certain besoin encore de voir plus concrètement l'avenir et qui ont besoin de toute cette expérience des territoires, tels que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est important pour nous d'avoir des exemples, des leviers, et il ne faut pas, il faut pas qu'on part à deux vitesses. Voilà. Donc, je terminerai par le statut de votre territoire vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, certains territoires sont des régions ultra-périphériques, d'autres des pays et territoires d'outre-mer. Et ce statut, selon vous, est-il un enjeu important de développement économique ou souhaiteriez-vous en changer ou l'adapter ? Oui. Et effectivement, en ce qui concerne le statut lié vis-à-vis de l'Union européenne, je considère qu'il ne faut pas remettre en cause et l'adaptation justement du statut peut être aussi un élément sur lequel qui pourrait freiner un peu nos relations avec l'Union européenne au regard, en tout cas, de la politique de cohésion qui existe actuellement et surtout des soutiens que l'Union européenne nous apporte sur le point de vue des infrastructures, le financement des infrastructures, tout l'accompagnement que l'Union européenne nous apporte aujourd'hui. En tout cas, la Réunion ne serait pas ce qu'elle est sans l'Europe et donc nous tenons vraiment à ce qu'il n'y ait pas cette perte des reconnaissances de nos spécificités et qui serait très impactant pour nos territoires de perdre vraiment l'accompagnement si un changement de statut entraînerait in fine peut-être des modifications à ce niveau-là. Merci. Madame Afidou.
Alors oui, donc Mayotte est RUP depuis 2012, donc pour nous c'est un statut qui est un enjeu très important pour notre développement. Depuis l'accès à ce statut, nous sont ouverts de nouveaux instruments financiers qui ont permis de sortir de nombreux projets ici à Mayotte. Nous sommes les premiers, l'une des premières institutions à Mayotte au niveau de la CCI à vraiment avoir recours aux fonds européens, critères, Interreg, etc. Et en matière d'intégration régionale également, ce sont des fonds totalement essentiels pour une meilleure intégration. Et je pense que Mayotte, on n'envisage pas. Le choix, c'est vraiment pas de modifier le type de statut européen que nous avons. Merci, Monsieur Guyenne. Alors, nous, notre statut, j'ai l'impression qu'il ne nous permet pas d'avoir beaucoup d'interactions avec l'Europe, puisque je crois que chaque année, c'est déjà bien, nous bénéficions de 30 millions de subventions sur différents sujets. Alors, le dernier programme, le dernier programme, c'était sur l'agriculture, je crois, et le prochain programme, ce sera sur la transition énergétique. En fait, le problème qu'on a, c'est que aujourd'hui, on ne sent pas la présence de l'Union européenne dans le Pacifique et on ne se sent pas, nous, un acteur de cette présence européenne. Et pour autant, encore une fois, l'Union européenne est très proche si ce n'est déjà fait, de conclure des accords de libre-échange avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et peut-être même de toute la région. Et là, on a besoin de se sentir européen dans la protection, dans l'accès au marché, dans les normes, etc. etc. Donc, je ne sais pas si c'est notre statut qui ne nous le permet pas ou si c'est notre implication qui n'est pas suffisamment forte vis-à-vis de l'Europe. Wallis et Futuna. Monsieur le Président, vous... Non, je crois qu'ils ont qui... Bon, je crois que... Oui, je vais dire un mot pour Wallis et Futuna. Nous, je dirais qu'à la différence pour le coup de la Nouvelle-Calédonie, le statut de PTOM et la présence de l'Union européenne est un levier important pour le développement économique et la structuration. C'est ce qui a permis de financer des grandes infrastructures, également des programmes pour l'accompagnement de l'agriculture, la protection des ressources en eau. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui vient au-dessus de la politique nationale et je dirais qu'il y a un facteur de stabilité et de vision à long terme qui manque dans la politique au quotidien. Je vous remercie. Je rebondirai sur l'intervention de Madame Afidou lorsqu'elle a parlé des entreprises en difficulté, qu'il était un peu difficile, enfin qu'elle n'était pas assez accompagnée. Ma question se porte entre la nature des relations entre les CCIOM et les CPME. Est-ce que vous avez des contacts puisque les CPME ont un rôle justement d'accompagnement ou d'aide aux entreprises qui sont en difficulté? Donc, avez-vous ces relations? Pensez-vous que les CPME jouent pleinement ce rôle dans les territoires? Vous parlez des CPME en tant que syndicats patronaux? Oui. Oui. Alors, moi, je dirais que au sein de l'Assemblée, en fait, on a regroupé vraiment l'ensemble des syndicats patronaux. En tout cas, pour notre part, on différencie bien le rôle des syndicats patronaux et de ceux de l'accompagnement que l'on fait au niveau des chambres consulaires. Après, moi, je parlais vraiment plus
la partie du repérage de ces entreprises en difficulté. Parce qu'on a une vraie méconnaissance sur nos territoires des différentes procédures, des situations de difficultés que peuvent rencontrer les entreprises dû à un certain nombre de manquements en termes de formation, hein, on peut le dire, des formations des chefs d'entreprise. Et on voit au final souvent arriver au tribunal de commerce des entreprises qui auraient pu très largement anticiper si à un moment donné, elles avaient pu être repérées en difficulté, mais très en amont. Et c'est cet aspect-là dont je parle plutôt, qui, à travers le CODEFI, ne peut pas se faire, et à travers le département, par l'octroi d'aide économique et financière se fait, et nous, à travers nos compétences d'accompagnement et d'aide au développement des entreprises. Donc, il y a un maillon dans tout ça qui manque fortement et qui permettrait de faciliter le travail et la montée, en fait, en tout cas, la dérive de certaines sociétés et à éviter qu'elles finissent en dépôt de bilan, comme on voit trop souvent ici. Cet aspect-là dont est-ce lié au fait qu'elles n'osent pas non plus se signaler auprès de vos services en difficulté, ou c'est par méconnaissance, elles essaient de s'en sortir, mais elles ne savent pas où s'adresser pour s'en sortir? Oui, c'est bien ça, c'est bien ce dernier. Et c'est pour ça que ce CII, un centre d'information pour les sociétés en difficulté, qui réunirait l'ensemble des corps de métier, de l'expert comptable qui suit les entreprises, aux avocats, à nos institutions d'accompagnement aux entreprises, aux SGAR qui est aussi en lien avec les services fiscaux. Vraiment un guichet unique, encore une fois, qui simplifierait le quotidien des entreprises et qui permettrait même d'être une instance d'échange, de dialogue pour les entreprises qui se sentent toujours à un moment donné isolées face à ces difficultés. Je vous remercie. Je vais laisser la parole au président pour conclure. Oui, merci chère Micheline. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vos grades égalités sur vos territoires respectifs. Merci de la qualité de ces échanges. C'était important pour nous d'avoir également un point de vue parfois disruptif par rapport au point de vue des élus qui sont souvent en charge de responsabilités électives, parce qu'effectivement, on se rend compte quand même qu'on a aussi besoin de mieux se connaître pour comprendre les préoccupations du monde économique au regard des attentes. On voit bien le changement de paradigme et l'approche différente que vous pouvez avoir des sujets qui sont pour nous plus naturels dans un sens qu'ils le sont pour vous. Et c'est très intéressant d'avoir cette confrontation intellectuelle, confrontation d'idées, ce débat d'idées qui nourrit nos réflexions. Et je vous propose de lever cette audition maintenant pour pouvoir enchaîner tout à l'heure avec vos collègues du bassin atlantique. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre mobilisation et votre disponibilité. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, oui, mesdames les sénateurs. Au revoir.